Bonjour à tous et bienvenue. Merci de venir à cette session. C'est l'avant-dernière de la journée. J'espère que vous passez une bonne journée. Petit sondage avant de commencer. Qui a déjà utilisé une base de données vectorielle? Ok. Donc à peu près la moitié. Donc en fait, dans cette session, on va parler d'un sujet qui est crucial pour les applications de Generative AI. Parce qu'en fait, ces applications, elles ont un besoin fondamental qui est d'accéder rapidement à une large quantité de données. Et donc, c'est là que les bases de données vectorielles rentrent en jeu, parce qu'elles sont capables de stocker et de rechercher des larges quantités de données complexes, multidimensionnelles. Et c'est devenu un composant très important dans la conception d'une application de Generative AI. Donc on va le voir, il y a des use cases. En fait, c'est un choix qui est un petit peu compliqué de choisir une base de données vectorielle, parce qu'on va prendre en compte des facteurs technologiques, des facteurs qui sont fonctionnels. Et donc, voilà, moi je suis Nicolas Deplace, architecte solution startup, et je suis accompagné de Ager Boifif, qui est senior spécialiste OpenSearch. Et donc, on va tous les deux essayer de vous expliquer quel est le choix et comment on fait ce choix d'une base de données vectorielle. Et puis, Quentin Grossetti, qui est également avec nous aujourd'hui, qui nous a fait l'honneur de venir témoigner et nous faire un retour d'expérience de comment chez Flim ils ont sélectionné et benchmarké et puis déployé une base de données vectorielle. Donc en fait, ces bases de données vectorielles, ces systèmes de recherche performants permettent de développer des applications avec plus de précision et plus de pertinence. Et on va le retrouver dans des cas d'usage assez variés. La recherche sémantique. Donc là, l'idée, on va utiliser des vecteurs pour comprendre le sens global d'une recherche, au lieu de rechercher sur des mots l'un après l'autre. Et en fait, quand on fait une recherche de type pour un film, je voudrais les derniers films de braquage, on va avoir une recherche qui est pertinente. Et on peut aussi comprendre des nuances. Par exemple, si je recherche du chocolat au lait ou du lait au chocolat, on n'aura pas le même résultat, alors qu'on utilise les mêmes mots. On va aussi l'utiliser dans des cas d'usage de moteurs de recommandation. Là, l'idée, les vecteurs sont utilisés pour apporter des recommandations qui vont répondre réellement aux besoins des utilisateurs en allant au-delà des critères habituels. On l'utilise aussi dans les assistants conversationnels, les chatbots. On l'utilise pour comprendre une requête d'un utilisateur et on l'utilise aussi pour rechercher et apporter de la donnée à un utilisateur externe. Et puis on l'utilise dans des analyses de sentiments. Et là, les vecteurs sont utilisés pour comprendre à la fois le côté positif ou négatif d'une phrase, mais aussi pour comprendre des émotions ou des concepts un peu plus complexes, comme l'ironie ou l'humour. Si je vous donne une phrase comme cette pizza ne vaut rien, et que je vous dis rien ne vaut cette pizza, j'utilise les mêmes mots, mais le sens est totalement différent. Et donc c'est là que les vecteurs vont aussi être utilisés. En fait, on va prendre un exemple d'une plateforme de streaming de musique. Donc par exemple, Amazon Music va chercher à proposer des recommandations qui soient le plus proches des goûts des utilisateurs. Pour ça, il va regarder l'historique des musiques que vous écoutez, le style, le genre de musique que vous aimez, vos artistes préférés, peut-être même aussi dans les paroles, le ton des paroles, et puis créer un vecteur qui va représenter, une sorte de vecteur musical qui va représenter toutes ces données. Et en fait, ce vecteur musical va être comparé avec tous les vecteurs correspondant aux musiques disponibles sur la plateforme de streaming. Et le moteur va vous proposer une recommandation qui sera le ou les vecteurs les plus proches de votre vecteur musical. Donc il y a de fortes chances que ça marche. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dans tous les use cases qu'on a vus précédemment, on retrouve ce concept de recherche de similarité. Dans un espace vectoriel à n dimensions, je vais chercher le vecteur le plus près. Là, vous allez me dire, ok, mais comment est-ce que je passe de ça à ça? Comment est-ce que je passe de données brutes, du texte, de l'audio, de la vidéo, à un vecteur? Eh bien, il existe pour ça des modèles de machine learning. On appelle ça des encodeurs, et on a aussi des embedding models. Alors un embedding model, l'intérêt c'est que ça permet de capter le sens sémantique d'une donnée brute, prenons un texte, et de créer un vecteur qu'on appelle un embedding, et qui va être une représentation sémantique
de dimension inférieure à votre donnée brute. C'est en quelque sorte un masque numérique de votre donnée. Et comme c'est des données vectorielles, on va pouvoir aussi travailler dessus avec des modèles de machine learning plus facilement qu'avec du texte brut. Donc qu'est-ce qu'on attend en fait d'une base de données vectorielle maintenant qu'on sait tout ça? Donc on a parlé de données brutes, et on sait que les données brutes, c'est les données non structurées, donc les images, le texte, les vidéos. C'est une grosse partie des données qui sont disponibles, qui sont gérées par les entreprises. Donc c'est une très grosse quantité de données. Et l'autre point, c'est que pour être capable de capter le sens ou les relations sémantiques des données, il faut des vecteurs à dimension assez grande. Puisqu'on parle de texte, donc on peut aller dans beaucoup de directions dans un espace. Et donc, qu'est-ce qu'on attend d'une base de données? C'est être capable déjà de travailler sur des vecteurs qui soient à grande dimension. Donc on parle de dimension 1000, parfois plus de 1000 généralement, c'est l'ordre de grandeur. À grande échelle, on parle généralement de centaines de milliers, millions ou milliards de vecteurs à gérer. Et donc, qu'est-ce qu'on attend d'une base de données vectorielle? Stocker, indexer, rechercher, mettre à jour, filtrer ces vecteurs. Et on veut aussi être capable de pouvoir stocker et indexer des métadatas pour en fait travailler sur la donnée qui ne soit pas du vecteur, par exemple pour faire des filtres avant une recherche. Donc une fois qu'on sait ça, on se pose la question, comment est-ce qu'on recherche? Et donc si vous avez vu le deuxième slide, vous vous rappelez que l'idée c'est de rechercher une similarité entre deux vecteurs, entre un vecteur de recherche et les vecteurs qui sont stockés dans ma base. Et comment est-ce que je calcule une similarité? Donc, pour calculer une similarité, on va prendre une métrique. Il existe plusieurs métriques. Il existe une métrique qui s'appelle la distance euclidienne. Donc là, j'ai mon espace vectoriel et puis je vais calculer la distance entre ces points. Notre métrique s'appelle les similarités cosines. Là, on va regarder par exemple plutôt l'angle entre ces points. Et il existe d'autres métriques. Mais dans l'idée, une métrique, c'est un calcul mathématique entre deux points vectoriels. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que faire ce calcul, ça coûte des ressources. Il faut le faire. Et si on le fait pour une recherche vectorielle, il y a deux approches. La première, c'est de faire ce qu'on appelle un exact KNN. KNN, c'est les cas plus proches voisins. Là, l'idée, c'est de regarder notre vecteur et de le comparer avec tous les autres. On peut effectivement, éventuellement appliquer un préfiltre, mais c'est une technique de brute force, c'est-à-dire qu'on va comparer avec toutes les données. Donc c'est intéressant quand on a un use case où on veut avoir l'exact vecteur le plus proche, ou quand on travaille sur des jeux de données petits. Petit, ça veut dire jusqu'à une centaine de milliers de vecteurs, par exemple. Et puis, il y a une technique qui marche à plus grande échelle qui s'appelle Approximate KNN. Donc là, on retrouve le KNN, mais on a le Approximate. Et l'idée, c'est de récupérer d'avoir une recherche approximative en utilisant un index. Un index, c'est une structure de données qui optimise la recherche et le stockage de vecteurs. Qui dit index, alors contrairement à une base de données relationnelle, où un index va chercher à avoir une correspondance exacte, dans une base de données vectorielle, un index va permettre une recherche approximative. Donc des n vecteurs k vecteurs les plus proches. Et puis comme les index se créent au moment de l'indexation, on ne va pas pouvoir appliquer de filtre avant la recherche, on peut le faire après. Et donc là, c'est très adapté évidemment au jeu de nos données qui sont volumineux. Donc il existe plusieurs index. Le premier, peut-être celui qui est assez largement adopté, c'est Hierarchical Navigable Small World, HNSW. C'est un index, un algorithme d'indexation qui repose en fait sur le concept de couches, de plusieurs couches et de graphes. Dans chaque couche, on va avoir des vecteurs, un vecteur représenté par un nœud, puisqu'on est sur des graphes, qui est connecté à ses voisins à travers ce qu'on appelle des connexions, des arêtes. Au fur et à mesure qu'on descend dans les couches, on va avoir de plus en plus de vecteurs présents, donc de nœuds dans mon graphe. Et lorsqu'on effectue une recherche, on va commencer par la couche la plus élevée, où on va avoir un nombre plutôt restreint de vecteurs. On va naviguer dans ce graphe pour se rapprocher le plus près du vecteur de requête, en partant de notre point d'accès. Et une fois qu'on arrive au nœud le plus près, on descend une couche et on continue à se rapprocher, à naviguer dans le graphe jusqu'au point le plus près. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la couche la plus basse. Et la couche la plus basse, on va prendre les cas plus proches voisins qu'on va justement chercher à récupérer. Donc c'est un algorithme qui fonctionne bien sur des larges quantités de données, ça scale bien. On peut le déployer sur plusieurs nœuds, sur plusieurs serveurs, nœuds donc dans le sens
instances, et donc ça scale plutôt bien. C'est assez consommateur en mémoire, puisque pour chaque vecteur, on va aussi calculer des poids, des connexions. Et donc pour ça, on a aussi un autre algorithme qui est assez utilisé, qui s'appelle IVF. Et donc là, l'idée, c'est de clusteriser mes vecteurs dans ce qu'on appelle des compartiments. Pour chaque compartiment, je vais calculer une centroïde. Et puis je vais calculer la distance entre mon vecteur de requête et chacun des centroïdes. Une fois que j'ai le centroïde le plus proche de mon vecteur de requête, je vais effectuer une recherche dans ce compartiment. Et donc là, l'intérêt, c'est que ça consomme un petit peu moins de mémoire. Donc si on est un peu limité au niveau des ressources, cet algorithme d'indexation peut être intéressant. Donc si on reprend un petit peu ce qu'on a dit, on a d'abord l'ingestion de nos vecteurs dans notre base de données. Donc on a nos documents, nos données brutes, images, documents, audio. On va préparer ces données, on va faire ce qu'on appelle, on peut les chunker, donc on peut les couper en morceaux. On va, via un modèle embedding, générer donc un vecteur, une représentation sémantique donc de ces chunks. On va les insérer dans une structure de données d'indexation qui est adaptée à la recherche de similarité, comme HNSW. Et puis bah, voilà, après on est prêt à les utiliser. Une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser notre base de données vectorielle. Et donc là, bah, il existe plusieurs use cases. Si on en prend quelques-uns. Le premier, bah, pour une application de chatbot. Donc on revoit un petit peu le process. On a une question, on va générer un vecteur avec cette question. On va faire une recherche de similarité avec notre question et donc les vecteurs de documents qu'on a pu ingérer avant. On va renvoyer les résultats les plus proches. On va enrichir un prompt et générer une réponse via un LLM pour l'utilisateur. Deuxième exemple aussi, c'est l'idée cette fois, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une mémoire tampon. Donc je vais poser une question, je vais générer un embedding de ma question, je vais chercher s'il n'y a pas une réponse similaire qui a déjà été répondue par le passé. Si c'est le cas, je vais renvoyer cette réponse pour éviter de générer une réponse par mon LLM, d'économiser du coup en compute mais aussi en latence. Si j'ai pas de réponse, je génère ma réponse et je l'indexe et je la stocke dans ma base de données vectorielle. Voilà pour l'introduction. Je vais passer la main à Ager qui va nous parler de ces choix qu'on a chez AWS et puis comment faire ce choix. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Alors là, vous êtes un peu familier avec la notion de vecteur. J'ai vu que pas mal de vous utilisent déjà une base de données vectorielle. Donc on va passer sur les offres de base de données vectorielles sur AWS. Et on va commencer par la marketplace. Donc, vous pouvez utiliser des bases vectorielles open source telles que Weaviate en mode Kubernetes ou bien en déploiement SaaS. Vous pouvez utiliser du Milvus aussi avec l'offre Zilis Cloud qui est fondée par les ingénieurs derrière Milvus ou bien du Quadrant. Puis vous avez aussi accès à des bases de données commerciales, les plus connues par exemple Pinecone ou bien MongoDB Atlas, DataStax Astra DB qui est basée sur Apache Cassandra, ou bien KX qui est une base de données time series, une base de données vectorielle de type time series. Maintenant, passons sur les bases de données vectorielles au niveau des offres services managés AWS. OpenSearch est un modèle de recherche, un moteur de recherche qui est open source et qui est disponible sur AWS en deux offres. Une version managée, Amazon OpenSearch Service, et OpenSearch Serverless. Amazon OpenSearch Service, il est connu pour la capacité de gérer une grande échelle en termes de nombre de vecteurs, de dimensions. On parle des billions, enfin des milliards de dimensions, de milliards de vecteurs avec des centaines de dimensions ou bien des milliers de dimensions. Et vous pouvez aussi faire de la recherche lexicale en parallèle. Donc on parle de la recherche hybride. Si vous êtes un peu plus familier avec les bases de données relationnelles, donc vous pouvez utiliser Amazon RDS et Aura pour PostgreSQL. Et là, pour activer ou pouvoir utiliser les capacités vectorielles de stockage et recherche vectorielle, vous utilisez ou ça se base sur l'outil open source pgvector. Nous avons lancé à reInvent Amazon MemoryDB pour Redis. Donc, c'est encore en preview et ça vous permet d'avoir de
de la recherche vectorielle pour des cas d'utilisation, par exemple la mémoire tampon que Nicolas a partagé, ou bien des cas d'utilisation de détection de fraude en temps réel. Si votre cas d'utilisation se base sur de la recherche graph, et où vous utilisez peut-être Amazon Neptune déjà, donc là vous pouvez utiliser de la recherche vectorielle avec Neptune Analytics. Et pour avoir plus de choix en termes de capabilité vectorielle, Amazon DocumentDB supporte aussi le stockage et la recherche vectorielle. Donc là, on voit de plus en plus de services qui offrent les capacités de stocker, indexer et faire de la recherche vectorielle. La grande question, c'est par où commencer? Comment choisir? Donc ce tableau résume un peu les caractéristiques clés qui pourraient vous aider dans votre matrice de prise de décision. Commençons par la partie serverless. Donc là, vous pouvez utiliser Aurora et OpenSearch en version serverless afin de minimiser la gestion de l'infrastructure. En termes de dimensionnalité, toutes les offres répondent au minimum de nombre de dimensions, autour de 2000 dimensions par vecteur. Et si je prends l'exemple de Amazon Titan Embedding, il génère par défaut autour de 1024 dimensions. Si on prend OpenAI, EDIA, ça génère autour de 1536 dimensions, je pense. Donc, le minimum il est capturé ou c'est géré au niveau des services. Mais je vous dis, d'une manière générale, on voit les use cases où on a des centaines de dimensions. C'est vraiment un peu, je ne vais pas dire rare, mais le plus commun, c'est vraiment avoir des centaines de dimensions par vecteur. Donc, même si HNSW est, on va dire, l'algorithme d'indexation le plus utilisé parce que ça offre un bon ratio entre les performances de recherche, le recall, donc la pertinence des résultats, et la performance d'indexation, DocumentDB, Aurora et RDS avec OpenSearch offrent aussi la capacité de l'utiliser et de l'IVF si vous voulez. Après, pour la mesure de similarité, toutes les offres supportent, on va dire, les métriques ou les mesures de similarité les plus connues, donc cosine similarity, distance euclidienne, inner product, à l'exception de Neptune Analytics qui supporte pour l'instant que la distance euclidienne. Puis on voit qu'on est à l'échelle de milliards de vecteurs sur toutes les offres, sauf pour MemoryDB qui est encore en preview et on attend plus d'évolutivité dans les prochains mois. Après, pour offrir une meilleure expérience à vos clients, vous devez vous assurer que les résultats de votre recherche ou de la recherche vectorielle, elle est pertinente. Et pour cela, il y a plusieurs manières en fait à optimiser le recall, ce qu'on appelle le recall en anglais. Et ceci, vous avez la capacité ou la capacité de modifier les sous-paramètres d'indexation pour HNSW ou bien IVF afin de optimiser les pertinences de résultats, mais aussi les performances et la consommation en mémoire. Il faut aussi prendre en considération les use cases où on veut faire de la recherche hybride, recherche vectorielle plus métadonnées. Comme expliqué par Nicolas tout à l'heure, on attend d'une base de données vectorielle de supporter aussi la recherche lexicale simple pour filtrer, ou bien si on a des données relationnelles dans RDS et on veut faire ou requêter les données relationnelles et métadonnées avec les vecteurs, donc on devrait avoir cette capacité. Donc là, vous pouvez le faire avec PostgreSQL dans Aurora, RDS et avec OpenSearch Service. Et enfin, à partir d'une certaine échelle de grandeur, en termes de nombre de vecteurs, en termes de consommation de mémoire, il faut penser comment réduire cette footprint de mémoire ou cette consommation en mémoire. Et là, il y a plusieurs techniques en fait à utiliser. La plus connue, c'est la quantification vectorielle, Product Quantization. Et il n'y a que OpenSearch pour l'instant qui le supporte avec le moteur FAISS. Et vous pouvez
penser ou voir la quantification vectorielle comme une méthode de compression de vecteurs où on décompose un grand vecteur en petits sous-vecteurs de taille fixe. Pour l'instant, avec OpenSearch, on le fixe à 8 bits et ça vous permet en fait de réduire la footprint en mémoire et ça permet de réduire du coup le sizing et le coût de votre solution en manière générale. Il y a plus en fait plus de nouveautés qui vont venir aussi au niveau des services. Donc, si vous êtes intéressé, on peut en discuter tout à l'heure. Donc, je veux bien vous aider encore plus dans votre choix. Et là, du coup, on présente deux catégories en fait, que vous pouvez prendre en considération quand vous faites votre choix. La première catégorie, c'est au niveau de la solution, le design ou la conception de la solution en soi. Si votre besoin demande une recherche graph, par exemple, donc vous avez besoin d'avoir cette capacité de faire des requêtes graph, mais aussi la requête vectorielle dans le graphe. D'accord. Une autre considération, c'est par exemple votre modèle d'embedding, combien de dimensions ça génère, et puis est-ce qu'il y a un moyen d'optimiser et filtrer après quelles sont les bases qui pourraient gérer ce nombre de dimensions. Après, il y a aussi l'aspect infrastructure. Quelles sont vos capacités actuellement? Est-ce que vous avez la capacité d'utiliser une solution open source, par exemple, et de la déployer sur Kubernetes, ou bien partir sur un service managé pour réduire la maintenance et le TCO de manière générale? La deuxième catégorie, c'est vraiment les spécificités techniques des bases de données. Donc, on a parlé des bases graphes, par exemple. Donc, si votre équipe, ils sont un peu plus familiers avec Neptune, donc autant rester sur Neptune. Sinon, il y a un moyen aussi de passer vers, je dis OpenSearch, par exemple. Donc, il faut voir en fait la familiarité ou le niveau de confort de votre équipe pour monter en compétence dans cette nouvelle technologie. Puis, il faut aussi penser évolutivité, dans le sens où, là, pour l'instant, on fait de la recherche lexicale et sémantique. On fait de la recherche lexicale et sémantique. Par contre, disons que dans quelques mois, on veut avoir de la recherche image. On veut avoir de la recherche multimodale, audio et texte. Comment on fait? Est-ce que la base de données pourrait supporter ces cas d'utilisation ou pas? Après, l'évolutivité aussi au niveau du nombre de vecteurs, en nombre de stockage, en nombre de mémoire, en taille de mémoire. Est-ce que la solution va pouvoir capturer ces dimensions ou pas? Et puis, en termes de recherche, les performances, si on parle d'une solution distribuée, les performances vont être différentes d'une solution qui n'est pas distribuée. Donc, il y a ces deux grandes catégories qu'il faut regarder pour vous aider à choisir parmi les offres AWS. Là, je vais partager avec vous une petite démo qui présente les types de recherche vectorielle que vous pouvez lancer. Donc, j'utilise Amazon OpenSearch Service dans la démo. Et l'architecture, elle est simple. Donc, on a une application web, donc une application d'e-commerce qui est hébergée sur une instance EC2 et qui interagit avec un backend OpenSearch. On utilise des modèles d'embedding déployés sur SageMaker et sur Amazon Bedrock. Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres modèles sur Cohere ou bien sur OpenAI. La connexion entre OpenSearch et l'inférence à distance se fait via les connecteurs machine learning qui sont gérés par le plugin AML Commands. Donc, une fois que vous créez ou vous utilisez les ML Blueprint pour faire la connectivité, vous utilisez des REST API en fait pour enregistrer et déployer le modèle dans OpenSearch. Et vous utilisez les modèles-là dans les pipelines d'indexation et de la recherche pour faciliter la conversion vectorielle au moment de l'indexation et au moment de la recherche. Donc, pour la démo, on a vraiment un focus sur Bedrock, mais vous n'allez pas vraiment le voir. On va faire un focus sur les types de recherche. Donc là, l'application, elle est simple. Donc, on va faire une recherche pour des chaussures femmes qui sont tendance. Donc, c'est en anglais, certes, on s'excuse pour ça, mais le concept, je vous l'explique. Donc, on cherche des chaussures qui sont à la mode. On ne sait pas trop quel style de chaussures. On fait une recherche lexicale simple ici. D'accord? Et on voit qu'on a des résultats qui ne sont pas pertinents. On a des vestes, on a des lunettes.
Et du coup, ce n'est pas du tout ce que votre client cherche sur l'application. Et ceci, la recherche lexicale, donc on arrive à la limite en fait, de ce type de recherche traditionnelle. Là, on passe sur du Neural Sparse Search, qui utilise des vecteurs, sparse vectors, on appelle ça. Je n'ai pas la traduction en français, mais ça vous permet d'avoir des capacités sémantiques, des recherches sémantiques, tout en utilisant de BM25 derrière, la recherche lexicale simple derrière. C'est un type de recherche qui est très tendance et qui donne des capacités ou des performances pareilles que la recherche sémantique vectorielle. Là, on est passé à la recherche vectorielle. Donc, on capte bien l'intention de l'utilisateur derrière. On offre plusieurs choix. On offre des baskets, des sneakers, etc. Et après, on passe pour l'hybride où on se dit, en fait, on veut donner plus de choix à notre utilisateur. On veut matcher exactement les termes dans la requête de recherche avec la capacité sémantique. Là, on a eu... je ne sais pas si vous avez vu, mais on a eu un produit qui n'est pas pertinent. On a vu une veste au niveau de la recherche hybride. Et là, du coup, avec OpenSearch, vous avez la capacité d'optimiser, de changer la configuration de la recherche hybride pour donner plus de poids à la requête sémantique versus la requête lexicale. Je parlais de l'évolutivité tout à l'heure, donc là, on donne encore plus de flexibilité à l'utilisateur sur l'application pour faire une recherche texte plus image en même temps. Donc, on garde le même texte, les chaussures à la mode pour femmes. On fait une upload de photos de chaussures de femmes. Donc là, on a des chaussures qui sont plutôt des chaussures d'été, en fait. Qu'on va utiliser pour requêter. Donc, quand vous voyez l'input, on a deux, input texte et input image. Et là, on voit bien au niveau des résultats, le type des chaussures, le style, il a changé. On a plus des chaussures été que des chaussures en fait, qu'on a vu tout à l'heure avec la recherche vectorielle simple, des sneakers, etc. Et même le type ou la qualité en fait des chaussures, le cuir par exemple, on le voit plus dans ces types de recherches. Donc même si on ne connaît pas ce qu'on veut exactement, uploader une image qu'on a appréciée et rajouter quelques textes pour orienter un peu plus l'intention utilisateur, c'est très effectif. Et je vous laisse l'imagination de voir quelles d'autres capacités et recherches vous pouvez faire. Du coup, maintenant, on passe à Trim pour un use case réel. Quentin, à toi. Grossetti, CTO chez Flim. Alors si j'arrive à utiliser la petite télécommande, je vais réussir à avancer dans les slides. Donc Flim, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est un moteur de recherche pour les créatifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on indexe plus d'1 million d'images qui sont sélectionnées dans plein de médias différents, des films, des séries, des publicités, des clips. Et on laisse la possibilité à nos utilisateurs de se balader dans cette gigantesque librairie d'images de référence pour trouver la bonne image, celle qui va les inspirer ou celle qui va leur permettre de communiquer à leurs équipes la vision esthétique de leur projet en cours. Et donc on leur permet de naviguer dans cette gigantesque archive, soit en filtrant toutes les images, par année de sortie des médias, par couleur, par genre, par ratio, type de plan. On propose aussi différents types de fonctionnalités. Les utilisateurs peuvent mettre de côté les images dans des collections pour faire des moodboards directement sur la plateforme. On permet aussi qu'ils uploadent une image pour trouver toutes les images similaires. Bref, tout un tas de choses qui organisent un peu la découverte d'images et la navigation dans cette gigantesque archive d'images de référence. Et un des cœurs de la façon dont les utilisateurs interagissent avec les images est via le moteur de recherche. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et c'est ce qui intéresse nos clients un peu tout autour du monde qui travaillent dans différents types d'industries, que ce soit les jeux vidéo, la production audiovisuelle, la mode, la tech, la publicité. Et tous ces gens-là, ce qu'ils viennent chercher, une des grosses composantes, c'est ce moteur de recherche. Et donc quand on s'est lancé en 2020, une des premières versions du moteur de recherche, c'était orienté en fait labels. Donc c'était pas forcément c'était pas forcément parfait. Je vais décrire un petit peu pourquoi. Donc l'idée, c'est qu'on imagine qu'on a une image qui provient d'un film. Donc dans ce cas-là, c'est Metropolis de Fritz Lang.
Et on va avoir 3 différentes composantes sur cette image pour créer le document JSON qu'on va venir nourrir à notre base de données orientée documents. Donc en l'occurrence, à l'époque, pour nous, c'était Elasticsearch. Donc on a des informations sur le média. Le titre, c'est Metropolis. Les genres, c'est drame, science-fiction. C'est un film qui est sorti dans les années 20. Et on a tout un tas de keywords sur le synopsis du film. On a une seconde partie de l'information qui va être en fait une information vraiment concrète sur l'image, intrinsèque à l'image. Ça va être les couleurs qui sont présentes dans l'image, quel est le type de plan, quel est le ratio de l'image, tout un tas d'informations comme ça. Et on va venir, par exemple, en utilisant un outil de nos amis d'AWS, utiliser Recognition. Donc c'est ce que j'ai fait pour cette image. On va utiliser Recognition pour venir détecter dans l'image tout un tas de types de labels. C'est-à-dire qu'est-ce qui est présent dans l'image avec un algorithme de détection. Et donc là, c'est un exemple que j'ai fait avec Recognition. Donc on voit que Recognition a trouvé efficacement qu'il y avait un adulte, une femme, une personne, un meuble, une armure, un robot. Voilà, il a détecté plein de choses dans cette image-là. Et donc la première version de notre moteur de recherche fonctionnait en utilisant ces labels-là. Donc ça posait beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est celui de la synonymie. Qu'est-ce que vous faites si un utilisateur il n'a pas tapé robot, mais il a tapé un mot qui est équivalent? Ça nécessite de mettre en place toute une usine à gaz pour réussir à rattraper les wagons entre la requête utilisateur et les mots qui ont été détectés par Recognition ou par un outil analogue. Également, un second problème, c'est que des fois, Recognition il va détecter des choses dans l'image, mais c'est pas du tout pertinent pour la recherche. Donc dans le cas de l'image juste avant, c'est le cas du meuble qui a été détecté par Recognition. Est-ce que ça a du sens pour nous de montrer à un utilisateur qui tape meuble cette image-là? J'en suis pas forcément persuadé. Mais enfin, le troisième problème, c'est que c'est difficile de comprendre sémantiquement l'image à partir de cette liste de labels. Concrètement, si un utilisateur il va chercher un homme qui mange une pizza, par exemple, on ne veut pas un homme et on ne veut pas une pizza, on veut vraiment la combinaison des deux, on veut l'action, et on ne pouvait pas aussi utiliser de style esthétique. Est-ce que vous voulez une image qui est plutôt dramatique, qui fait plutôt peur, ou plutôt une image joyeuse? Voilà, des questions de vibe, toutes ces notions-là, on n'arrive pas à les récupérer à partir d'une approche orientée labels. Et donc c'est ce qui nous a disons, motivé en 2021, quand est sorti Clip, d'améliorer notre moteur de recherche avec des embeddings produits par un moteur d'IA. Donc concrètement, comment ça marche? Donc je schématise un petit peu le fonctionnement de Clip et d'OpenClip, qui sont des méthodologies très utilisées aujourd'hui. Donc l'idée, basiquement, c'est d'aligner en fait, à partir d'un texte encodeur et d'un image encodeur, les vecteurs dans le même espace latent. Donc très concrètement, c'est des modèles qui ont été entraînés sur plusieurs centaines de millions d'images, avec des couples à chaque fois l'image et la description de l'image, pour réussir à aligner le texte et l'image dans le même espace. Donc concrètement, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, donc on va garder en fait l'information, les informations qu'on avait avant, toutes les informations qui existaient. On va juste rajouter un layer qui va être en fait le vecteur d'embeddings, donc qui est donc un vecteur de n dimensions. Chaque dimension étant une valeur numérique comprise entre des valeurs suivant le modèle. Et en fait, c'est dans ce vecteur-là qu'est comprimé quelque part, dans cet espace latent, toute l'information qui est dans l'image. C'est-à-dire, quelque part dans ce vecteur, il y a l'information que c'est un robot, l'image elle est en noir et blanc, il y a une espèce de drôle d'étoile derrière un peu bizarre. Tout ça, en fait, c'est stocké dans ce vecteur-là. Et donc, une fois qu'on veut utiliser un modèle comme ça, nous, on a une base de données avec 1 million d'images. Pour chaque image, il faut aller calculer son vecteur dans cet espace latent. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, chaque image a un vecteur, OK. Et donc là, la première possibilité pour trouver la bonne image à partir d'une requête utilisateur, c'est de faire l'approche des plus proches voisins, donc ce dont parlait un petit peu Nicolas avant moi. C'est-à-dire, on va avoir une requête d'utilisateur et on va vouloir faire un exact plus proche voisin, c'est-à-dire pour chaque image, venir calculer la similarité cosinus ou n'importe quelle métrique, trouver l'image qui est la plus similaire à la requête utilisateur. Alors le problème, c'est que du coup, les requêtes, elles sont un peu lentes. C'est de l'ordre de quelques secondes pour nos utilisateurs, donc ce qui n'est pas idéal parce qu'ils étaient habitués à avoir des requêtes full text extrêmement rapides, voire instantanées. Et également, ça représente plus de calculs à faire puisqu'il faut faire cette similarité entre la requête de l'utilisateur et toutes les images, ce qui est un peu lourd. Mais on avait quand même le côté chouette de cette mise en place, qui est les gens ils pouvaient chercher n'importe quoi, et ça marchait, c'était un peu dingue, quoi. Mais c'est ce qui nous a poussé du coup à utiliser une approximation de ces plus proches voisins. Donc typiquement l'algorithme dont a parlé Nicolas, HNSW.
Donc à cette époque, on part d'Elasticsearch parce qu'il n'y avait pas encore l'ANN pour aller chez OpenSearch et pour une version packagée chez AWS. Et là, il y a quand même un peu de tuning à faire, suivant combien d'arêtes l'algorithme va devoir considérer dans ce graphe hiérarchique, quelle est la taille de la file d'attente des candidats à considérer. Donc j'ai mis un petit exemple de voilà ce que nous, on avait trouvé qui fonctionnait bien pour nous en termes de mapping côté OpenSearch. Et pour le coup, on est très content des résultats. Alors après, il y a d'autres tunings qui peuvent être faits en testant d'autres modèles d'embeddings. Donc nous, on est parti des modèles packagés pour faire notre propre solution en fine-tunant parce qu'on avait des besoins pour nos utilisateurs de certains mots devaient être particulièrement mis en avant, comme les valeurs de plan, les esthétiques de cinéma. Donc on a dû faire notre modèle à nous. Et pareil, la taille des vecteurs du modèle d'embeddings a un gros impact. Si vous faites un plus petit vecteur, les calculs vont être plus rapides, mais vous stockez aussi potentiellement moins d'informations dans ce vecteur, et donc vous avez des résultats qui sont parfois moins bons. Donc voilà, tout ça, c'est des choses à considérer. Alors comment ça marche en termes d'architecture? Très simplement, on va avoir un utilisateur qui va chercher par exemple un homme qui mange une pizza, donc OK. Et ce qu'on va faire de cette information-là, c'est qu'on va venir transformer la requête utilisateur textuelle en vecteur d'embeddings. Donc pour nous, c'est 1024 dimensions. Donc on va l'envoyer à une API uniquement le texte, on va récupérer le vecteur. Et ensuite, on va venir donner ce vecteur-là à OpenSearch et lui dire vas-y, fais-moi une approximation des plus proches voisins et trouve-moi les images qui sont les plus similaires à la requête de cet utilisateur-là. Donc pour se donner une idée des temps de latence, faire ce travail-là pour nous, pour ce million de documents, c'est environ 120 millisecondes. Et convertir la requête en embeddings, ici, c'est environ 300 millisecondes. Donc ça fait une requête totale qui est entre 500 et 600 millisecondes, qui est quasiment instantanée pour nos utilisateurs. Quand ils tapent une requête et ils appuient sur Entrée, ils voient les images. Donc ce qui est vraiment bien. Alors on réfléchit à améliorer encore ça avec des solutions aussi qui ont été un petit peu décrites précédemment, mais typiquement on va faire du caching. Donc avec une base de données type Redis, par exemple, de mettre en cache en fait les tuples requêtes utilisateurs embeddings à partir du modèle pour pas avoir à recalculer quand quelqu'un fait la même recherche. Mais vous avez toujours le risque de quelqu'un qui va faire une recherche qui n'a jamais été faite jusqu'à présent, et donc là vous allez devoir évidemment calculer l'embeddings pour la requête de l'utilisateur. Donc une fois qu'on a fait tout ça, en fait on est content, on a des résultats qui sont assez parlants, on peut taper tout un tas de choses. Et en fait, le modèle, il va réussir à reconnaître à la fois les références de pop culture, la description des objets, tout un tas de choses. Et donc, ça permet à nos utilisateurs de naviguer dans notre grande base de données très, très simplement en décrivant uniquement ce qu'ils veulent voir. Donc là, c'est un exemple avec Windows XP Wallpaper. Et donc, le modèle comprend que, OK, il faut qu'il montre des images de collines un peu boisées. On peut aussi mettre une action avec un personnage. Donc, par exemple, une dame qui va manger du chewing-gum, il va comprendre les deux concepts de façon tout à fait évidente. Ou des choses un peu plus sophistiquées, comme un courant architectural, par exemple. Du coup, on veut le brutalisme, qui est un courant architectural anglais, je crois, de mémoire. Et donc, il sait reconnaître exactement ce type d'esthétique. Et donc, on peut trouver dans notre base de données toutes les images comme ça qui correspondent à ces contraintes. Donc voilà, ça c'était un premier challenge, réussir à permettre à nos utilisateurs un maximum d'expressivité dans ce qu'ils pouvaient chercher sur notre plateforme pour naviguer dans nos images de référence et trouver des images de travail. Et maintenant, notre challenge suivant, c'est plutôt de mettre l'IA générative au service donc, des créatifs, de devenir un assistant créatif total pour aider à s'inspirer et à communiquer sa vision avec ses équipes. Donc ça passe par tout un tas de fonctionnalités sur lesquelles on est en train de travailler, qui sont la recommandation au sein des collections, proposer des images dedans, partir d'un brief et construire un moodboard automatiquement, donc créer une collection à partir de quelques mots, générer des images dans un style esthétique très particulier, ce qui nous est souvent demandé dans le monde de audiovisuel. Et la fonctionnalité qu'on est en train de proposer en bêta, qui est donc l'image mixing, l'idée c'est de prendre deux images et de combiner leurs valeurs esthétiques ensemble, donc c'est-à-dire d'avoir un système de génération d'images un peu promptless, parce on trouve que c'est un peu difficile pour les gens d'arriver à générer des images qui sont qualitatives pour trouver la bonne esthétique à partir du texte. Donc on s'est dit, nous on a des images qui sont très qualitatives, donc on pourrait se servir de ça pour proposer des images. Donc si je prends cet exemple, donc j'ai repris le robot dans Fritz Lang et j'ai voulu lui donner une vibe un peu plus samouraï et japonisante. Et donc ça, c'est le résultat de notre image mixing. C'est du coup, il va garder à peu près les contraintes des deux images et va essayer de chercher une image qui combine un peu ces esthétiques.
Alors vous vous en doutez, les possibilités elles sont illimitées, du coup on peut utiliser n'importe quelle image de la base de données et la swapper avec n'importe quelle image, et ça donne des résultats qui sont intéressants et qui sont chouettes esthétiquement pour tester des choses rapidement pour nos clients. C'est-à-dire qu'ils peuvent tester des esthétiques, voir ce qui marche pas, exprimer une idée rapidement, la tester, la montrer à des collègues. Et donc on est très curieux de voir comment va se dérouler la bêta là, qu'on vient de lancer. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup à Nicolas et à Gerd de nous avoir proposé ce talk. Je vous invite à tester notre plateforme. On a une version freemium, donc vous pouvez chercher des trucs, cliquer sur des images dans une certaine limite, ça va marcher pour vous. Et si nos challenges techniques vous intéressent, on recrute dans tout un tas de domaines, IA, ML, DevOps, un peu tout. Donc s'il y a des choses qui vous ont intéressé dans cette présentation, n'hésitez pas à envoyer un CV. On se fera un plaisir de regarder ça. Voilà, je rends la main à Nicolas et merci beaucoup encore une fois pour votre attention. Merci Quentin. J'avoue un peu. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, je pense. Et toujours très inspirant de travailler avec toi et l'équipe. Et je pense que vous êtes une entreprise assez innovante, enfin même très innovante. En fait, vous êtes toujours un peu à la pointe de ce qui se fait sur ce domaine notamment. Pour finir la présentation, on vous propose quelques liens vers des workshops. Alors, comme on a vu qu'il y avait pas mal de solutions, on ne peut pas tout mettre, mais au moins, voilà, on a fait un choix. Un workshop OpenSearch, un workshop sur Postgre. Et puis au milieu, vous avez un repo vers un GitHub avec des samples, donc des exemples. Notamment, je crois que l'exemple de Agère est dessus. Donc n'hésitez pas maintenant à vous de mettre en pratique là-dessus. On va s'arrêter sur la session. Donc on a déjà dû vous le dire, c'est vrai que les feedbacks, c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup chez AWS pour les speakers et pour l'organisation. Donc n'hésitez pas, et merci à ceux qui le feront. Vous avez un petit QR code vers nos liens, vers nos profils LinkedIn. Donc si vous avez des questions, si vous n'avez pas le temps de venir nous parler, vous pouvez aussi nous contacter, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, on va rester quelques minutes là si vous avez des questions. N'hésitez pas. Merci à tous et bonne fin de Summit. Au revoir.